L'horloge numérique sur mon tableau de bord indiquait 10h47 lorsque je m'engageais sur l'autoroute. Mon esprit était encore occupé par les projections trimestrielles que j'avais examinées dans mon bureau du centre-ville. En tant qu'architecte commercial, je me spécialisais dans la réutilisation adaptative, transformant des centres commerciaux moribonds et des entrepôts oubliés en espaces communautaires dynamiques. Ce travail me gardait alerte, créatif, constamment en train de résoudre des problèmes. La réunion d'aujourd'hui portait sur une ancienne usine textile dans le quartier industriel, un projet colossal qui définirait les 2 prochaines années de ma vie. Je m'appelle Adam Buckley, j'ai 34 ans, et jusqu'à ce jeudi matin d'octobre, je pensais avoir une assez bonne maîtrise de l'architecture de ma propre vie. Mon fils Lucas avait 7 ans, brillant comme tout, avec mes cheveux noirs et les yeux verts de sa mère. Ma femme Angela enseignait la littérature au collège communautaire, passionnée par Steinbeck et Hemingway, encourageant toujours ses étudiants à trouver le sens profond en toute chose. Nous vivions dans une modeste maison artisanale dans la vieille partie de la ville, le genre d'endroit avec des planchers en bois francs d'origine, et une véranda où Lucas construisait des villes élaborées en Lego chaque week-end. La mère d'Angela, Martha Buchanan, était une structure d'un tout autre genre, tout en angles aigus et en murs porteurs de jugement. Elle n'avait jamais vraiment pardonné à Angela de m'avoir épousé. Un architecte, au lieu d'un médecin ou d'un avocat, quelqu'un qui correspondait à sa vision de la réussite digne d'un country club. Martha vivait à 20 minutes de là, dans une communauté fermée appelée Preston Heights, le genre d'endroit où l'association des propriétaires mesurait votre pelouse au centimètre près et où les voisins rivalisaient pour les décorations de fête les plus élégantes. Depuis la mort du père d'Angela 3 ans plus tôt, Martha s'était de plus en plus impliquée dans nos vies. Elle avait commencé à aller chercher Lucas à l'école 2 fois par semaine, insistant sur le fait que c'était utile puisque Angela et moi travaillions tous les deux. Angela l'appréciait, je le tolérais, Lucas semblait aimer l'attention, bien qu'il ait récemment commencé à faire des commentaires étranges sur le fait que grand-maman était trop sérieuse et posait des questions bizarres. Le téléphone du bureau sonna à 11h03. Mon assistant, Sean Crane, me transféra l'appel. « Monsieur Buckley ?» La voix était féminine, tendue par une panique contrôlée. « Ici, la vice-directrice Aaron Lane de l'école primaire Riverside. Il y a eu un incident impliquant Lucas. Vous devez venir à l'école immédiatement. » Mon estomac se noua. Quel genre d'incident ? Est-il blessé ? S'il vous plaît. Monsieur Buckley, venez simplement le plus vite possible. Nous sommes dans le bureau de la directrice. Elle raccrocha avant que je puisse poser d'autres questions. Je saisis mes clés et ma veste, dis à Sean d'annuler mes rendez-vous de l'après-midi, et fus dans mon camion en 90 secondes. L'école était normalement à 15 minutes, mais j'y arrivais en 9, en grillant 2 feux jaunes et en poussant mon vieux Ford F-150 plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. L'école primaire Riverside était un bâtiment en briques des années 1960, rénové récemment avec l'aide de mon cabinet. En fait, nous avions ajouté un nouveau centre multimédia et mis à jour la façade. Je connaissais chaque entrée, chaque couloir. Je me garais de travers sur le parking des visiteurs et sprintais vers l'entrée principale. La réceptionniste me vit arriver et m'ouvrit immédiatement. Bureau de la directrice Richardson. « Monsieur Buckley », j'entendis la voix de Martha avant même d'atteindre la porte. Ce ton sec et autoritaire qu'elle utilisait quand elle voulait que tout le monde sache qu'elle était la personne la plus importante dans la pièce. Il va parfaitement bien, je vais le ramener à la maison et l'installer. Inutile de faire plus de drame. Je poussai la porte. Le bureau était bondé. La directrice Janet Richardson était assise derrière son bureau, l'air profondément mal à l'aise. La vice-directrice Lane se tenait près de la fenêtre. Et là, dans le coin sur un petit canapé, se trouvait Lucas. Son bras gauche était dans une écharpe improvisée, des larmes coulaient sur son visage, et il y avait un bleu qui s'assombrissait sur sa joue. Ses yeux croisèrent les miens et quelque chose en eux, un mélange de peur et de soulagement, me glaça le sang. « Papa ?» Il essaya de se lever, mais Martha posa une main sur son épaule, le maintenant assis. « Adam, il y a eu un petit accident sur le terrain de jeu, » dit Martha d'un ton suave. « Mais Lucas va bien ?» J'étais en train de dire à la directrice Richardson que je l'emmènerais chez son pédiatre. Que s'est-il passé à son bras ? Je traversais jusqu'à Lucas, écartant doucement la main de Martha. Mon fils enroula immédiatement son bras valide autour de moi. « Ça fait mal ?»« Papa ?» il murmura. « Ça fait vraiment mal. » La directrice Richardson s'éclaircit la gorge. « Monsieur Buckley, peut-être devrions-nous en discuter ? Que quelqu'un me dise ce qui est arrivé à mon fils. » Maintenant, Richardson et Lane échangèrent un regard. Martha se leva, lissant sa jupe en laine coûteuse. Comme je le disais,
Il y a eu un incident sur l'équipement du terrain de jeu. Lucas est tombé des barres de singe. Je suis venu dès que l'école m'a appelé. Nous vous avons appelé en second, interrompit Lane calmement. Nous avons appelé Monsieur Buckley en premier à 11h03. Nous avons appelé Madame Buchanan à 11h15. Je regardais ma montre. Il était 11h42 maintenant. Quand cela s'est-il produit? Le surveillant du terrain de jeu l'a signalé à 10h52, dit Richardson, choisissant ses mots avec soin, et je voyais qu'elle était profondément troublée par quelque chose. Mais Madame Buchanan est arrivée à 11h23, avant même que nous ayons fini notre appel avec vous. L'expression de Martha ne changea pas. J'étais à proximité, en train de prendre un café avec des amis. Quand vous avez appelé, je suis venu immédiatement. Le fait est, Madame Buchanan, dit Lane, sa voix ferme mais ses mains tremblant légèrement. Nous avons des caméras de sécurité sur le parking. Elles sont neuves, installées le mois dernier après les incidents de vandalisme. Et quand nous avons examiné les images, Richardson se leva. « Monsieur Buckley, je pense que vous devriez voir cela. » Elle tourna son écran d'ordinateur pour que je puisse le voir. Lane manipula les commandes, affichant un flux vidéo. Le timestamp indiquait 10h52. Le parking vu d'en haut, c'est quand notre surveillant du terrain de jeu a signalé l'incident, dit Richardson. La vidéo montrait le parking presque vide, quelques voitures garées dans les espaces visiteurs, puis une Mercedes Sedan familière entra dans le cadre, la voiture de Martha avec sa plaque personnalisée Butch One, elle était ici tout le temps. Continuez à regarder, dit Lane calmement. Le timestamp avança, la caméra montrait Martha sortant de sa voiture, elle regarda autour d'elle, vérifiant le parking, puis elle alla du côté passager et ouvrit la porte arrière. Lucas en sortit, portant son sac à dos. Il avait l'air normal, heureux même. Ils parlèrent un moment, bien qu'il n'y ait pas de son. Puis Martha plongea dans la voiture et en sortit quelque chose, un petit sac. Qu'est-ce qu'elle... Je commençais. Mais Richardson leva la main, la vidéo continua. Martha conduisit Lucas vers le côté de sa voiture, le positionnant entre la Mercedes et un grand SUV garé à côté, hors de vue du bâtiment de l'école. Elle posa le sac et en sortit quelque chose. Mes mains se serrèrent en poing quand je vis ce que c'était, une corde à sauter. Martha enroula la corde autour du poignet gauche de Lucas, la bouclant plusieurs fois. Lucas avait l'air confus, reculant légèrement, mais Martha gardait l'autre extrémité. Elle lui dit quelque chose, et il hocha la tête avec hésitation, puis elle tira la corde violemment. Le bras de Lucas se tordit à un angle contre nature alors qu'il tombait en arrière contre le SUV. L'impact était écœurant même en silence. Il s'effondra au sol, et même sans son. Je pouvais voir qu'il pleurait. Martha resta là un moment, le regardant, puis elle déroula calmement la corde de son poignet, la remit dans son sac et aida Lucas à se relever. Elle épousseta ses vêtements, essuyant son visage avec ce qui ressemblait à des mouchoirs de son sac. Le timestamp indiquait maintenant 10h57. Elle emmena Lucas vers une autre partie du parking près de la zone du terrain de jeu, le positionnant près de la clôture. Elle le fit s'asseoir, lui dit autre chose, puis revint à sa voiture. Elle monta dedans et s'en alla. La vidéo sauta en avant, et Zediardo Nitro, la Mercedes de Martha revint sur le parking. Elle se gara au même endroit, sortit, et marcha d'un pas vif vers l'entrée de l'école. Son visage affichait une expression de préoccupation. Je ne pouvais plus respirer. La pièce semblait trop petite, l'air trop épais. Nous n'avons découvert cela que quand nous essayons de comprendre la chronologie, dit Richardson calmement. Le surveillant du terrain de jeu a trouvé Lucas près de la clôture à 10h52. Il lui a dit qu'il était tombé des barres de singe, mais Lucas n'était pas sur le terrain de jeu pendant la récréation ce matin. Son enseignante a confirmé qu'il était en classe jusqu'à 10h45 et puis il a disparu. Je terminais, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Je regardais Martha. « Vous l'avez sorti de l'école plus tôt ? Vous l'avez emmené sur le parking et vous l'avez délibérément blessé. » Le visage de Martha resta composé, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Cette vidéo ne montre pas ce que vous pensez qu'elle montre. Lucas était difficile. Je le disciplinais simplement. Les enfants ont besoin d'apprendre. Vous lui avez cassé le bras ? Ma voix s'élevait. Vous l'avez blessé exprès. Puis, vous avez mis en scène pour que ça ressemble à un accident de terrain de jeu. Je n'ai rien fait de tel. Lucas est maladroit ? Il est tombé sur le parking et j'essayais de l'aider. La vidéo montre que vous avez tiré une corde autour de son poignet assez fort pour lui disloquer l'épaule et lui fracturer le bras. Dit Lane, son professionnalisme craquant. Nous avons déjà appelé les services de protection de l'enfance. Madame Buchanan. La police est en route. Lucas sanglotait maintenant, pressant son visage contre ma poitrine. « Je suis désolé. Papa. »
Grand-maman a dit que si je disais à quiconque ce qui s'était vraiment passé, elle s'assurerait que toi et maman ayez des ennuis. Elle a dit que c'était notre secret. Je tins mon fils avec précaution, essayant de ne pas secouer son bras blessé, tandis que la rage montait dans ma poitrine comme une pression dans un conteneur scellé. Martha se tenait là dans ses vêtements de designer, ses cheveux parfaits, son calme de country club, et je la vis clairement, pour la première fois peut-être. Pas comme la mère d'Angela, pas comme la grand-mère de Lucas, mais comme quelque chose de froid, de calculé et de cruel. Pourquoi, demandai-je, pourquoi l'avez-vous blessé? Pour la première fois, le masque de Martha glissa, sa bouche se pinça en une fine ligne, parce qu'Angela doit comprendre ce que signifie avoir de vraies responsabilités. Elle gaspille sa vie à enseigner dans ce collège communautaire, mariée à un architecte qui travaille dans un entrepôt reconverti. Ma fille était destinée à mieux. Lucas a besoin d'une discipline appropriée, d'une éducation appropriée, d'influence appropriée. Quand elle verra à quel point tout est fragile, à quel point son petit monde peut s'effondrer facilement, peut-être qu'elle m'écoutera enfin. Vous avez blessé un enfant de 7 ans pour manipuler votre fille. Richardson avait l'air horrifié. J'enseignais la résilience à Lucas, le caractère, quelque chose qu'il n'obtient clairement pas à la maison. Martha ramassa son sac et je vais appeler mon avocat avant l'arrivée de la police. Tout cela a été exagéré complètement. Elle marcha vers la porte, mais je me déplaçai pour lui bloquer le chemin. Nous nous retrouvâmes face à face et je dus faire un effort pour garder ma voix égale. Vous n'approcherez plus jamais de mon fils. Vous ne viendrez pas à notre maison. Vous n'appellerez pas à... Vous avez fini... Martha sourit et c'était une chose terrible à voir. Angela ne te croira jamais. Je suis sa mère. Elle a besoin de moi. Surtout maintenant que son père est parti. Tu n'es que l'homme qu'elle a épousé. Et quand tout cela se calmera, quand les enquêteurs réaliseront qu'il n'y a aucune preuve réelle d'intention, nous verrons qui Angela choisira de croire. Des sirènes approchaient. Par la fenêtre, je pouvais voir une voiture de police entrant sur le parking. Nous verrons, dis-je calmement. Ce que Martha ne savait pas, ce qu'elle n'avait pas pu anticiper, c'est que je gagnais ma vie en lisant les structures, en comprenant comment elles s'assemblaient, en trouvant les murs porteurs et les points faibles. Je passais mes jours à regarder des bâtiments et à voir non pas ce qu'ils paraissaient être, mais ce qu'ils étaient réellement en dessous, et j'étais très bon pour démonter les choses. Le médecin des urgences confirma une fracture radiale et une épaule partiellement disloquée. Lucas aurait besoin d'un plâtre pendant 6 semaines et de kinésithérapie. Après cela, pendant qu'il s'occupait de lui, j'appelais Angela. « Adam, qu'est-ce qui ne va pas? L'école a appelé et a dit qu'il y avait un incident. Où es-tu? » Dans mon bureau, entre 2 cours. « Que s'est-il passé? J'ai besoin que tu viennes à Merci Général tout de suite. Lucas est blessé, mais il va s'en sortir. N'appelle pas ta mère. Ne réponds pas si elle t'appelle. Viens juste ici. » Il y eut une pause. Angela me connaissait assez bien pour reconnaître quand quelque chose était sérieusement mal. « J'arrive. » La police prit ma déclaration et celle de Martha. Ils examinèrent les images de sécurité. L'avocat de Martha arriva, un homme au visage tranchant nommé Craig Drake, spécialisé dans faire disparaître les problèmes pour les clients fortunés. Il regarda la vidéo une fois, conféra avec Martha à voix basse et commença à passer des appels. Je m'assis avec Lucas dans sa chambre des urgences, tenant sa main valide pendant que les antidouleurs faisaient effet. « Suis-je en difficulté ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Non !»« Mon pote, tu n'as rien fait de mal. Grand-maman a dit que nous avions un secret. Elle a dit que les secrets sont importants. Certains secrets sont importants, lui dis-je. Mais quand quelqu'un te blesse et te dit de garder le secret, ce n'est pas le genre de secret que tu dois garder. C'est le genre que tu dis à maman et papa tout de suite. » Il hocha lentement la tête. « Elle est méchante depuis un moment? Pas tout le temps, juste parfois. Elle dit des choses sur toi. Et maman? Elle dit que nous ne vivons pas correctement. » Angela arriva 20 minutes plus tard, le visage pâle d'inquiétude. Elle regarda de Lucas et son plâtre à moi, et je vis le moment où elle enregistra que quelque chose était profondément mal au-delà d'un accident de terrain de jeu. Adam. Je l'emmenai hors de la chambre où Lucas ne pouvait pas entendre. Dans le couloir, avec les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus et l'odeur d'antiseptique piquante dans l'air. Je lui racontai tout. Je lui montrai la vidéo sur mon téléphone. Richardson me l'avait envoyée en disant que j'en aurais besoin pour l'enquête. Angela regarda en silence. Quand Martha tira la corde et que Lucas tomba, elle fit un petit bruit, comme si quelque chose se brisait. Quand la vidéo se termina, elle tremblait. « C'est ma mère », murmura-t-elle. « C'est ma mère qui blesse mon bébé. Je sais. » Elle l'a planifié, elle l'a sorti de l'école, l'a blessé délibérément.
Et puis est revenue plus tard en prétendant être la grand-mère inquiète. Oui, Angela me regarda et je vis quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. Quelque chose de dur et de froid. Qu'est-ce qui va lui arriver? La police enquête, les services de protection de l'enfance sont impliqués, Drake essaie de minimiser tout, il va probablement arguer que c'était un accident ou une discipline qui a dérapé, c'est sa première infraction au dossier, elle était riche, bien connectée, blanche, 63 ans, le système est conçu pour être clément avec les gens comme elle. Mais la vidéo montre qu'elle blesse Lucas. Oui, mais Drake arguera l'intention. Essayait-elle de lui casser le bras ou juste de le discipliner trop rudement? Était-ce prémédité ou un moment de mauvais jugement? Le procureur pourrait l'inculper d'abus sur enfant ou de mise en danger imprudente, mais vu ses ressources et l'absence de casier, elle plaidera probablement pour une charge moindre. Obtiendra une probation, peut-être un counseling ordonné par le tribunal. Angela ferma les yeux, elle l'a traité de maladroit. Elle a planifié cela pour me manipuler, pour me montrer que ma vie était fragile. Elle a cassé le bras de notre fils pour faire valoir un point. Je sais, qu'allons-nous faire? Je pensais au sourire de Martha dans le bureau de la directrice, à sa confiance absolue qu'elle s'en sortirait avec des conséquences minimales. Je pensais à Lucas demandant s'il était en difficulté, à la peur dans sa voix quand il parlait de garder des secrets. Tout ce qu'il faut, dis-je. Angela me regarda longuement, puis hocha la tête. Tout ce qu'il faut. Nous revînmes auprès de Lucas ensemble. Il était somnolent à cause des médicaments, mais il sourit en voyant Angela. Elle grimpa sur le lit d'hôpital avec précaution, le serrant contre elle sans toucher son bras blessé. « Salut, bébé » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée que cela soit arrivé. C'est ok. Maman, papa dit que grand-maman ne peut plus venir. C'est exact. Elle ne peut pas. » La voix d'Angela était ferme, mais je pouvais voir des larmes sur ses joues. « Elle ne te fera plus jamais mal. Je te le promets. » La police revint plus tard avec une mise à jour. Ils avaient arrêté Martha pour abus sur enfant et faux rapport. Elle avait payé la caution en 2 heures. Drake avait tout arrangé. Il y aurait une audience préliminaire dans 2 semaines. Nous avons les preuves vidéo. Détective Damon Rasmussen nous dit que c'est assez accablant. Mais ses avocats font déjà du bruit sur la santé mentale, sur le stress d'être veuve, sur le fait que c'est complètement hors de son caractère. Il va se battre dur. Que pensez-vous qu'il arrivera ? Demandai-je. Rasmussen hésita. Honnêtement, vu ses ressources et les tactiques légales pour lesquelles Drake était connu, je m'attends à un accord de plaidé coupable, charge réduite. Probation, ordonnance de restriction, elle gardera probablement sa liberté et sa réputation en grande partie intacte. Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. Après son départ, Angela et moi restâmes assis en silence. Lucas était endormi, son petit corps épuisé par la douleur et la peur. Elle l'a blessé pour me contrôler, dit Angela finalement. Elle essaie de me contrôler toute ma vie. Où j'allais à l'université, qui j'épousais, comment j'élevais mon fils. Et quand je n'obéissais pas, quand j'ai construit une vie qu'elle n'approuvait pas, elle a attaqué la chose que j'aime le plus. Elle t'a sous-estimé, et elle a définitivement sous-estimé Lucas. Non, Angela me regarda. Elle t'a sous-estimé. Au cours de la semaine suivante, les pièces tombèrent en place exactement comme Rasmussen l'avait prédit. Le procureur inculpa Martha d'agression au 3e degré et de mise en danger d'enfant. Drake commença immédiatement les négociations pour un accord de plaidé coupable. Les services de protection de l'enfance menèrent leur enquête et déterminèrent que Lucas était en sécurité avec nous, mais recommandèrent une ordonnance de restriction contre Martha. Angela passa en revue les affaires de sa mère que nous avions à la maison, photos, cadeaux, la clé de rechange que Martha avait insisté pour avoir. Elle trouva le journal de Lucas, un petit cahier qu'il tenait pour l'école. Dedans, il avait écrit sur les visites chez grand-maman. Grand-maman dit que le travail de papa n'est pas important. Elle dit que les architectes dessinent juste des images et que les vrais hommes gagnent de l'argent réel. Grand-maman m'a dit que maman devrait travailler dans une vraie université, pas un collège communautaire. Elle dit que seuls les gens qui ne peuvent pas faire mieux enseignent là. Il y avait plus d'entrées datant de moi, un pattern d'abus psychologiques, de manipulation, d'érosion délibérée de l'estime de soi d'un enfant. Martha avait préparé Lucas, essayant de le retourner contre nous, contre la vie que nous avions construite. Je photographiais chaque page et les envoyais à Rasmussen, la nuit, pendant qu'Angela dormait d'un sommeil agité à mes côtés et que la veilleuse de Lucas brillait dans le couloir. Je m'assis dans mon bureau à la maison et fis ce que je faisais le mieux. Je regardais les structures, j'analysais les points porteurs, je trouvais les faiblesses. Martha Buchanan avait construit sa vie sur certaines hypothèses, sa richesse la protégeait.
Son statut social l'isolait, son rôle de veuve et de grand-mère la rendait sympathique. Elle croyait en son invincibilité, mais chaque structure a des points faibles, il suffit de savoir où regarder. Je commençais par ses finances. Martha vivait bien, la maison à Preston Heights, la Mercedes, l'adhésion au country club, des voyages réguliers à son condo de vacances à Hilton Head. Son mari, Gerald, lui avait laissé une situation confortable quand il était mort. Ou du moins, c'est ce qu'elle avait toujours prétendu. Je consultais les dossiers de succession de Gerald, ils étaient publics, faciles d'accès, le patrimoine était substantiel. Elevet, 3 millions d'euros en actifs totaux, Martha avait hérité de la plupart, avec de petits fonds fiduciaires mis en place pour Angela et son frère Roy, qui vivaient en Californie et n'avaient pas parlé à Martha depuis 5 ans, mais quelque chose ne collait pas. Martha dépensait à un rythme qui aurait dû épuiser le patrimoine en 3 ans, pourtant, elle vivait toujours sur un grand pied. Je vérifiais plus profond. Preston Heights avait une association des propriétaires avec des disclosures financières. La maison de Martha avait été refinancée 2 fois au cours des 3 dernières années. Elle avait retiré près de 370 000 euros en capitaux propres. Je vérifiais son adhésion au country club. Elle était en retard de 6 mois sur les cotisations. La Mercedes était en location, pas possédée. Et selon les dossiers du concessionnaire que j'avais convaincu un contact de me fournir, elle avait manqué les 2 derniers paiements. Martha Buchanan était ruinée ou presque. Elle maintenait l'illusion de la richesse, mais les fondations s'effritaient. La question était où était passé l'argent. Je passais les 3 jours suivants à suivre la piste financière. Elle menait à un compte de courtage géré par une firme appelée Highland Investment Partners. Martha avait investi lourdement dans des ventures à haut risque au cours des 2 dernières années, chassant des retours pour maintenir son mode de vie. La plupart avaient échoué. Elle avait perdu plus d'un gain, 1 million d'euros, mais cela devint plus intéressant. Le courtier qui avait géré son compte était un homme nommé Jeffrey Kirby. Il avait quitté Highland 6 mois plus tôt, au milieu d'accusations d'investissements inadaptés et d'exploitation des personnes âgées. Aucune charge n'avait été déposée. Highland avait réglé discrètement avec les clients affectés, sauf que Martha n'avait pas fait partie de ce règlement. Pourquoi ? Je creusais sur Jeffrey Kirby. Il avait 42 ans, divorcé, vivant dans un condo au centre-ville. Ses réseaux sociaux montraient des photos récentes de restaurants chers et d'une nouvelle Porsche. Pour quelqu'un qui avait quitté son travail en disgrâce, il s'en sortait bien. J'appelais Highland et me fis passer pour un client potentiel voulant vérifier les crédentials de Kirby. L'officier de conformité avec qui je parlais fut prudemment neutre, mais quand je mentionnai le nom de Martha, il y eut une pause. « Je ne peux pas discuter des comptes clients », dit-elle, mais je peux vous dire que M. Kirby n'est plus affilié à notre firme et nous ne recommanderions pas de travailler avec lui. A-t-il fait quelque chose d'illégal ? Une autre pause. La situation a été résolue en interne. Si vous avez des préoccupations sur des comptes spécifiques, je suggère de parler à l'associé. Je la remerciai et raccrochai, puis j'appelai un vieux ami de l'université qui travaillait pour la Securities and Exchange Commission. Adam Buckley, dit Benjamin Dao quand il répondit « Ça fait quoi ? 5 ans, 6. Comment DC te traite ? La même bureaucratie qu'avant ? Que puis-je faire pour toi ?» J'expliquai la situation, pas l'agression sur Lucas, juste les questions financières. Peux-tu me dire si quelqu'un a déposé une plainte contre Jeffrey Kirby ? Laisse-moi vérifier. J'entendis taper. Ouais, en fait, 3 plaintes au cours de l'année passée, toutes de clients âgés qui prétendaient qu'il les avait placés dans des investissements à haut risque inadaptés. La firme a réglé 2 cas. Le 3e, plus de frappes, la 3e plainte a été retirée. Le nom du client est scellé, mais la date correspond à quand Kirby a quitté Highland. Pourquoi quelqu'un retirerait une plainte après l'avoir déposée ? Ça pourrait être pour beaucoup de raisons. Ils ont réglé en privé, ils ont été payés, ils ont été menacés, difficile à dire sans plus d'informations. Si quelqu'un voulait rouvrir une enquête, de quoi aurait-il besoin ? Des preuves de fraude ou d'abus sur personnes âgées. Preuve que le courtier a sciemment mal représenté des investissements ou manipulé un client vulnérable. C'est un seuil élevé, mais c'est faisable. Je remerciai Ben et terminai l'appel. Puis je m'assis en arrière et regardai ce que j'avais. Martha avait perdu la plupart de son héritage à cause de mauvais investissements faits par un courtier qui avait été forcé de partir pour exploitation de clients âgés. Elle avait retiré sa plainte, probablement en échange d'un règlement que Kirby n'avait pas honoré. Maintenant, elle était ruinée, désespérée de maintenir les apparences et déversait sa frustration sur la fille qui l'avait déçue et le petit-fils qu'elle voyait comme trop faible. Elle avait fait une erreur critique, elle avait attaqué ma famille et elle avait sous-estimé ce que j'étais prêt à faire à ce sujet.
J'ouvris un nouveau fichier sur mon ordinateur et le titrai Analyse structurale, Martha Buchanan. Puis je commençai à esquisser le plan pour sa destruction. L'audience préliminaire était prévue pour un mardi matin. Drake avait opéré sa magie, obtenant du procureur un accord de plaider coupable. Martha plaiderait non contestée pour mise en danger imprudente, un délit mineur. Elle obtiendrait 2 ans de probation, un counseling obligatoire et une ordonnance de restriction l'éloignant de Lucas. Pas de prison, pas de casier permanent pour abus sur enfant. Angela voulait se battre. Elle devrait aller en prison. Elle devrait. J'étais d'accord. Mais le système ne va pas faire ça. Drake est trop bon. Et Martha est trop sympathique pour un jury. Veuve riche. Pas de casier. Prétend qu'elle disciplinait juste son petit-fils et que ça a dérapé. Nous pourrions aller au procès, mettre Lucas à la barre, traîner ça pendant des mois et probablement finir avec le même résultat. Ou pire, donc, nous la laissons gagner. Non. J'ouvris le fichier que j'avais construit. Nous la laissons penser qu'elle gagne. Nous acceptons l'accord et nous utilisons le temps pour construire quelque chose de mieux. Je montrai à Angela ce que j'avais trouvé, les dossiers financiers, les investissements échoués, le courtier qui avait exploité sa mère. Angela lut tout, son expression se durcissant. Elle est presque ruinée. Elle a peut-être 6 mois avant de devoir vendre la maison à Preston Heights. Son mode de vie est insoutenable. Et Jeffrey Kirby lui a volé. Techniquement, il a fait des recommandations d'investissement inadaptées. Mais oui, il lui a essentiellement volé et elle a déposé une plainte, puis l'a retirée. Angela me regarda. « Qu'est-ce que tu prévois ? » ?»« Je prévois de donner à ta mère exactement ce qu'elle mérite. Pas la prison. C'est trop propre. Trop simple. Je vais démonter sa vie comme elle a essayé de démonter la nôtre. Pièce par pièce. Jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que la vérité. Je veux aider. J'espérais que tu dirais ça. Nous acceptâmes l'accord de plaider coupable. Martha se tint au tribunal, parfaitement composé dans un tailleur marine, et dit les mots que son avocat avait préparés. Je regrette profondément que ma tentative de discipliner Lucas ait résulté en une blessure. Ce n'était jamais mon intention de lui faire du mal. J'aime mon petit-fils, et je ne voulais que ce qui était le mieux pour lui. Le juge lui donna l'approbation et ordonna l'ordonnance de restriction. Martha sortit du palais de justice avec Drake, monta dans sa Mercedes et s'en alla. Pour quiconque regardant, elle s'en était tirée. Mais je jouais un jeu plus long. Le premier mouvement fut Jeffrey Kirby. Je l'avais suivi pendant 2 semaines, documentant son mode de vie, ses habitudes. Il déjeunait au même bistrot chic 3 fois par semaine. Il s'entraînait dans une salle de gym coûteuse chaque matin. Il sortait avec une femme nommée Brooke Hilton, une agente immobilière avec ses propres problèmes d'argent. J'arrangeais une rencontre avec Kirby sous de faux prétextes. J'appelais sa nouvelle firme, une petite compagnie d'investissement boutique, et pris un rendez-vous pour discuter de la gestion d'un héritage substantiel. J'utilisais un faux nom et un téléphone jetable. Nous nous rencontrâmes dans un café au centre-ville. Kirby était suave, exercé, portant un costume cher et une montre Tag Heuer. Il avait le genre de sourire qui fonctionnait probablement sur beaucoup de gens. « Donc, Monsieur Sullivan, dit-il en utilisant mon faux nom, parlez-moi de cet héritage. Mon père est décédé récemment, me laissant environ 740 000 €. Je cherche quelqu'un qui peut m'aider à le faire croître agressivement. Je suis jeune, je peux gérer le risque. » Les yeux de Kirby s'illuminèrent. Je me spécialise dans les opportunités de haute croissance. Laissez-moi vous montrer certains des portefeuilles que j'ai gérés. Il lança un pitch, me montrant des retours projetés qui étaient presque criminellement optimistes. Je le laissai parler, enregistrant tout sur mon téléphone caché dans la poche de ma veste. Ces chiffres semblent presque trop beaux pour être vrais, dis-je. Le marché récompense l'action audacieuse, dit Kirby. Bien sûr, il y a toujours du risque. Mais avec la bonne stratégie et les bons investissements, nous pouvons voir des retours de 30, 40, même 50% annuellement. Avez-vous eu des clients qui ont vu ces retours ? Absolument. Je gère de l'argent depuis 15 ans, je sais lire les tendances du marché. Et Martha Buchanan, elle était l'une de vos clientes chez Highland. N'est-ce pas ? Le sourire de Kirby vacilla légèrement. Je ne peux pas discuter d'autres clients. C'est ma tante ? Mentis-je suavement. Elle a mentionné que vous l'aviez aidée avec certains investissements, mais ensuite il y a eu un problème et vous avez quitté Highland. C'était un malentendu. Certains clients n'ont pas la tolérance au risque pour des stratégies de croissance agressive. Madame Buchanan a fait certains choix contre mes conseils. Vraiment ? Parce que j'ai entendu qu'elle avait déposé une plainte à la SEC, affirmant que vous l'aviez placée dans des investissements inadaptés et perdu plus d'1 million d'euros de son argent. Kirby se leva. Je pense que cette réunion est terminée. Asseyez-vous. Jeffrey. Je n'élevai pas la voix.
Mais quelque chose dans mon ton le fit hésiter. Je ne suis pas ici pour investir avec vous. Je suis ici pour vous donner un choix. Qui êtes-vous? Adam Buckley, le gendre de Martha Buchanan. Le père du petit-fils de 7 ans qu'elle a agressé pour punir sa fille de ne pas vivre la vie que Martha voulait. Kirby s'assit lentement. Je n'ai rien à voir avec ça. Non! Mais vous avez tout à voir avec Martha perdant son héritage. Vous avez placé une veuve de 60 ans dans des investissements en capital risque à haut risque et en spéculation de crypto-monnaies. Vous avez churné son compte pour générer des commissions et quand elle l'a compris et a déposé une plainte, vous lui avez payé 46 000 € pour la retirer. N'est-ce pas? C'était un règlement, c'était légal. C'était de l'argent pour se taire. Et vous n'avez jamais eu l'intention d'honorer le montant total. C'est pourquoi Martha n'a eu que 18 500 €. Et vous avez continué à promettre que le reste arrivait. C'est de la fraude, Jeffrey. C'est de la fraude par fil. En fait, puisque je suis sûr que vous avez utilisé des emails ou des appels téléphoniques pour faire ces promesses. Le visage de Kirby avait pâli. Que voulez-vous? Je veux que vous écriviez une confession détaillée, chaque investissement inadapté, chaque fausse représentation, chaque promesse que vous avez faite à Martha sur des retours que vous saviez irréalistes. Je veux des dates, des montants et des mensonges spécifiques que vous avez dit et je veux que vous confirmiez que vous lui avez payé 18 500 € pour retirer sa plainte à la SEC avec des promesses de plus d'argent que vous n'avez jamais livrées. Pourquoi ferais-je ça? Parce que si vous ne le faites pas, j'enverrai cet enregistrement à la SEC avec les dossiers financiers que j'ai obtenus montrant votre pattern d'exploitation des personnes âgées. Je m'assurerai que chaque client que vous avez eu sache ce que vous avez fait. Je contacterai Brooke Hilton et lui ferai savoir que l'homme qu'elle fréquente est un fraudeur qui gère probablement son argent à la ruine comme il l'a fait pour Martha. Je vous détruirai, Jeffrey. Professionnellement, personnellement, financièrement, vous me faites du chantage? Je vous offre un choix. Écrivez la confession et je l'utiliserai pour m'assurer que Martha fasse face aux conséquences pour ce qu'elle a fait à mon fils. Ne l'écrivez pas et je m'assurerai que vous fassiez face aux conséquences pour ce que vous lui avez fait et Dieu sait combien d'autres clients âgés. De toute façon, quelqu'un paie pour ses crimes. Vous décidez si c'est vous. Kirby me regarda longuement. Je pouvais le voir calculer, peser les options. Finalement, il hocha la tête. Que voulez-vous que j'écrive? 3 jours plus tard, j'avais la confession de Jeffrey Kirby. 8 pages, interlignes simples, détaillant exactement comment il avait exploité Martha et au moins 6 autres clients. Il l'avait signé et fait notarier, pensant probablement que c'était une assurance contre que je suive mes menaces. Il avait raison. Je n'avais pas l'intention de le détruire s'il coopérait. Mais je n'avais pas non plus l'intention de le protéger s'il ne le faisait pas. Le mouvement suivant était plus délicat. J'avais besoin de comprendre l'ampleur complète de la situation financière de Martha et de sa psychologie. Pourquoi avait-elle attaqué Lucas spécifiquement de cette façon? Qu'est-ce qui la motivait au-delà de simples problèmes de contrôle? J'appelais le frère d'Angela, Roy, en Californie. Nous nous étions rencontrés seulement quelques fois, au mariage et à l'enterrement de Gerald. Mais je savais qu'il avait eu sa propre rupture avec Martha des années plus tôt. Adam, il semblait surpris quand il répondit « Est-ce que tout va bien ?»« Pas exactement. Pouvons-nous parler ?» Je lui racontai tout, l'agression sur Lucas. L'affaire judiciaire, l'effondrement financier de Martha. Quand j'eus fini, il y eut un long silence. « Jésus, dit Roy finalement, je savais qu'elle était contrôlante. Mais je ne pensais pas qu'elle blesserait réellement quelqu'un. Quand avez-vous arrêté de lui parler? Il y a environ 5 ans, juste après la mort de papa. Elle voulait que je revienne ici, que je prenne le rôle de papa dans sa vie. J'étais en train de démarrer mon entreprise à San Francisco, nouvellement mariée. Je lui ai dit non et elle a dit des choses terribles sur ma femme, sur mes choix, sur le fait que j'étais une déception. J'ai raccroché et ne lui ai pas parlé depuis. A-t-elle jamais essayé de vous contacter? Quelquefois, je n'ai pas répondu, car ma femme pensait que je devrais essayer de me réconcilier, mais je savais que ce serait plus de la même chose. Martha ne veut pas d'enfants. Elle veut des acteurs secondaires dans la pièce de sa vie. Savez-vous pourquoi elle a toujours été comme ça? Roy hésita. Avez-vous déjà entendu parler de son enfance? Pas beaucoup. Elle n'en parle pas. Il y a une raison. Nos grands-parents, les parents de Martha, étaient riches, vieux argent de l'industrie textile. Mais ils ont tout perdu dans les années 80 quand les usines ont fermé. Martha était au lycée quand ils sont passés des balles de débutante aux bons alimentaires. Ça les a détruits. Sa mère s'est bue à mort. Son père est mort d'une crise cardiaque avant que Martha termine l'université. Donc elle est terrifiée de perdre son statut. Elle en est obsédée. Rencontrer papa.
se marier dans sa famille. Ils n'étaient pas aussi riches que ce qu'elle avait perdu, mais ils étaient confortables, respectables. Elle a reconstruit sa vie sur cette fondation, et quand papa est mort, quand elle a réalisé que l'argent n'était pas infini, qu'elle devrait réellement gérer les finances au lieu de juste dépenser, ça a brisé quelque chose en elle. Elle voit la vie d'Angela comme un rejet de tout ce qu'elle valorise. Exactement. Angela aurait pu épouser un avocat ou un médecin du country club. Au lieu de ça, elle a épousé un architecte qui travaille dans un entrepôt reconverti. Vous êtes heureux, mais vous n'êtes pas la vision de succès de Martha. Et Lucas? Lucas représente tout ce que Martha pense qui a mal tourné. Nous parlâmes encore 1 heure. Roy accepta d'écrire une déclaration pour moi documentant le pattern de manipulation et d'abus psychologiques de Martha, remontant à des décennies. Il m'envoya aussi des photos de son enfance, des images de Martha à l'enterrement de ses parents, jeune et dévastée, des images d'elle à son mariage, radieuse et triomphante. Une chronologie de transformation de trauma à contrôle. J'ajoutais tout à mon fichier. La pièce finale tomba en place quand je parlais aux voisins de Martha à Preston Heights. Je me fis passer pour un chercheur faisant une étude sur la satisfaction communautaire et frappai aux portes en posant des questions. Madame Louise Simmons, qui vivait 2 maisons plus loin que Martha, fut heureuse de parler. « Oh ! Martha est une voisine difficile, dit-elle, toujours à se plaindre de quelque chose. Notre arbre laisse tomber des feuilles dans son jardin et on croirait qu'on a commis un crime. Mais dernièrement, elle est différente. Différente comment? Plus calme, moins hostile, presque effrayée. Je l'ai vue se disputer avec un homme dans son allée il y a quelques semaines. Conversation animée. L'homme est parti dans une Porsche. Jeffrey Kirby probablement, exigeant que Martha arrête de l'appeler pour le reste de son argent de règlement. A-t-elle eu beaucoup de visiteurs? Sa fille venait hebdomadairement avec son petit-fils. Gentil petit garçon, mais je ne les ai pas vus depuis des mois. Je remerciais Madame Simmons et passais à autre chose. Chaque conversation ajoutait du détail au tableau. Martha isolée, désespérée, s'accrochant à un mode de vie qu'elle ne pouvait plus se permettre, s'en prenant aux personnes les plus proches d'elle. Cette nuit-là, je m'assis avec Angela et lui montrai tout ce que j'avais rassemblé. « Elle est brisée », dit Angela, lisant la déclaration de Roy. « Elle est brisée depuis qu'elle était adolescente. Et elle a passé 40 ans à construire des murs pour le cacher. Les gens brisés peuvent encore faire des choses terribles. Elle a blessé Lucas. Elle a essayé de détruire notre famille. Je sais, Angela me regarda. Alors, que faisons-nous avec tout ça? Nous finissons ça? Dis-je. Nous nous assurons qu'elle ne puisse plus jamais blesser quiconque. Je présentai le plan. Il était complexe. Multi-couches. Conçu pour arracher chaque protection que Martha avait construite autour d'elle. Ce serait dévastateur, thorough. Et complètement légal. Angela écouta. Et quand j'eus fini, elle hocha la tête. Quand commençons-nous? Demain. Je commençais par déposer une poursuite civile, pas contre Martha directement, mais contre Jeffrey Kirby et Highland Investment Partners pour exploitation des personnes âgées et fraude. J'inclus Martha comme victime nommée dans la poursuite, joignant la confession de Kirby et tous les dossiers financiers documentant ses pertes. La poursuite était un dossier public. Je m'assurais que des copies aillent au journal local, au journal d'affaires et à plusieurs blogs de surveillance financière. En 48 heures, l'histoire était partout. Courtier local a exploité des clients âgés, y compris une femme plus tard, inculpée d'agression. L'article traçait les connexions que j'avais soigneusement établies. Martha Buchanan, récemment inculpée d'avoir agressé son petit-fils de 7 ans, avait été systématiquement fraudée par son courtier en investissement. Elle avait perdu plus de 1 million d'euros, l'amenant à un désespoir financier. L'agression sur son petit-fils s'était produite dans le contexte de cet effondrement financier et psychologique. C'était tout vrai? C'était aussi calculé pour détruire toute sympathie que Martha pourrait avoir eue. Le country club appela Martha 3 jours plus tard. Ils restructuraient leur adhésion et ses frais de passage signifiaient qu'elle était retirée de la liste. L'association des propriétaires de Preston Heights envoya un avis que sa maison entrait en forclusion pour non-paiement. Les appels vinrent vite après ça. Compagnie de cartes de crédit. Le concessionnaire Mercedes, son assureur, la façade de richesse s'effondra publiquement, spectaculairement. Martha appela Angela pour la première fois en mois. Angela ne répondit pas, mais elle écouta le message vocal. « Angela, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Ces mensonges dans les journaux, j'ai besoin que tu leur dises la vérité. Tu es ma fille, tu dois m'aider. » Angela effaça le message. Je fis le pas suivant.
Je contactai le procureur de district local avec une motion pour rouvrir le cas de Martha. Je fournis les entrées du journal de Lucas documentant des mois d'abus psychologiques. J'inclus la déclaration de Roy sur le pattern de manipulation de Martha pendant toute une vie. J'attachais une analyse experte que j'avais commandée à un psychologue pour enfants expliquant comment les actions de Martha constituaient non pas un incident unique, mais une partie d'un abus émotionnel systématique. Le procureur examina tout et m'appela pour une réunion. « Monsieur Buckley ?» dit-elle quand nous avons fait l'accord de plaider coupable avec Madame Buchanan. Nous n'avions pas accès à ces informations. Je sais que je n'étais pas prêt à les partager, alors cela change les choses. Les entrées du journal seules montrent sa préméditation. Elle abusait psychologiquement Lucas depuis des mois, avant l'agression physique. Cela fait que ce n'est pas un incident unique, mais un pattern. Pouvez-vous rouvrir le cas ? Techniquement, elle a déjà plaidé et été condamnée, mais je peux déposer des charges pour l'abus psychologique comme incident séparé. C'est risqué. Un bon avocat de la défense arguerait la double incrimination, mais avec ces preuves, je pense que nous pouvons le faire tenir. Faites-le. De nouvelles charges furent déposées, 3 chefs de mise en danger d'enfants basés sur les entrées du journal, un chef d'abus psychologique. Martha fut arrêtée à nouveau et cette fois la caution fut fixée plus haut. Elle ne put pas la payer. Elle passa 3 nuits en prison du comté avant que Drake parvienne à la faire libérer. La seconde arrestation fit plus de nouvelles. Femme qui a cassé le bras de son petit-fils arrêtée à nouveau sur de nouvelles charges d'abus. Le monde de Martha s'effondrait et j'en étais l'architecte de chaque défaillance structurale, mais je n'avais pas fini. Je contactai Roy et lui demandai de déposer pour un audit de l'héritage de leur père. En tant que bénéficiaire, il avait le droit d'assurer que l'exécutrice, Martha, avait correctement géré les actifs. Roy accepta. L'audit révéla ce que je soupçonnais. Martha avait pioché dans les fonds fiduciaires mis en place pour Roy et Angela, réclamant des dépenses administratives qui étaient en fait ses factures personnelles. Elle avait pris plus de 139 000 € de fonds qu'elle n'était pas légalement autorisée à toucher. Roy déposa une plainte. Le tribunal des successions émit une assignation. Maintenant, Martha faisait face à des charges criminelles potentielles pour détournement de fonds fiduciaires. Son avocat, Craig Drake, se retira de son casse. Trop de front, trop de publicité négative, il recommanda un défenseur public. Je regardais tout se dérouler comme une démolition de bâtiments. D'abord, les supports étaient affaiblis, puis les charges posées, et enfin toute la structure s'effondrait dans un effondrement soigneusement contrôlé. Martha perdit sa maison, perdit sa voiture, perdit son adhésion au country club, son statut social, sa dignité. Elle déménagea dans un petit appartement du mauvais côté de la ville, le genre d'endroit qu'elle aurait méprisé 6 mois plus tôt. Le procès pour les nouvelles charges était prévu pour décembre. Angela et moi préparâmes Lucas avec soin, travaillant avec un défenseur des enfants pour s'assurer qu'il comprenne ce qui se passerait au tribunal. « Devrais-je voir grand-maman » demanda-t-il. « Oui » lui dis-je honnêtement, « mais elle ne peut pas te blesser. Tu seras en sécurité. Nous serons juste là. Ira-t-elle en prison ? Peut-être. Probablement. Bien. » Lucas dit qu'il avait 8 ans maintenant, son bras guéri, mais il y avait des cicatrices qui prendraient plus de temps à s'estomper. Elle était méchante, elle m'a blessé exprès, elle devrait aller en prison, elle devrait... Angela était d'accord, et nous allons nous assurer qu'elle le fasse. Le procès dura 3 jours. L'accusation présenta les images de sécurité, les entrées du journal, le témoignage de Roy sur les patterns d'abus pendant toute une vie, l'analyse du psychologue pour enfants. Ils présentèrent des preuves que Martha avait financièrement exploité les trusts de ses propres enfants tout en abusant de son petit-fils, le remplaçant de Drake. Un défenseur public nommé Benny Sullivan fit de son mieux. Il argua que Martha était une victime elle-même de la fraude de Jeffrey Kirby, de la pression financière, du stress de la veuveté. Il la peignit comme une femme qui avait fait des erreurs terribles, mais méritait de la compassion. Le jury délibéra pendant 6 heures, coupable sur tous les chefs. À la sentence, le juge regarda Martha avec quelque chose comme de la pitié. « Madame Buchanan, les preuves montrent un pattern de manipulation, d'abus et d'exploitation qui s'étend sur des décennies. Vous avez blessé votre petit-fils, non pas dans un moment de mauvais jugement, mais comme partie d'une tentative calculée pour contrôler la vie de votre fille. Vous avez volé des trusts de vos enfants. Vous n'avez montré aucun remords authentique, seulement de l'inquiétude pour vous-même. Je vous condamne à 6 ans en prison d'État, suivi de 10 ans de probation supervisée. Vous êtes interdite de contact avec Lucas Buckley ou tout enfant mineur pendant cette période. » Martha se tenait là, 63 ans, vêtue d'un tailleur bon marché d'un magasin discount, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait petite,
Ils l'emmenèrent menotté, dehors du palais de justice. Les reporters nous entourèrent. Je fis une brève déclaration. La justice a été rendue, mon fils est en sécurité. Ma famille peut guérir, c'est tout ce qui compte. Cette nuit-là, Angela et moi nous assîmes sur notre véranda pendant que Lucas dormait paisiblement dans sa chambre. Les étoiles étaient sorties, l'air était frais, et pour la première fois en moi, je sentis que je pouvais respirer. « Tu l'as détruite ?» dit Angela calmement. « Elle s'est détruite elle-même. J'ai juste exposé la vérité, c'était plus que ça. Tu étais chirurgical ? Précis. Tu savais exactement où frapper. Je suis un architecte. Je comprends les structures et je comprends comment les démonter. » Angela s'appuya contre moi. « Merci de protéger notre fils. De nous protéger, je le ferai toujours. » Nous restâmes assis en silence un moment, regardant le quartier s'installer pour la nuit. Quelque part de l'autre côté de la ville, Martha était dans une cellule, commençant 6 ans à comprendre ce que signifiait perdre tout. Je ne me sentais pas triomphant, je ne me sentais pas vengé, je me sentais juste comme un père qui avait protégé son enfant de la seule façon qu'il pouvait. Mais il y avait un dernier mouvement à faire. Le lendemain matin, j'appelai Jeffrey Kirby. « C'est fini », lui dis-je. « Martha est en prison ? Les charges contre vous sont abandonnées comme partie d'un règlement avec Highland. Vous êtes libre ? Pourquoi ? Parce que j'ai tenu ma parole. Vous avez écrit la confession, vous avez coopéré, et je ne suis pas intéressé à vous punir au-delà de ce qui est nécessaire. Mais Jeffrey, si j'entends jamais que vous avez exploité un autre client, si je vois jamais votre nom connecté à des investissements inadaptés ou à de l'abus sur personnes âgées, je m'assurerai personnellement que vous passiez la prochaine décennie en prison fédérale. Sommes-nous clairs ? Parfaitement clairs ? Je raccrochai. La justice n'était pas toujours une question de punition. Parfois, c'était une question de fixer des limites et de s'assurer que les gens comprennent les conséquences de les franchir. 6 mois plus tard, Lucas eut 8 ans, nous fîmes une fête dans notre jardin, une grande célébration avec amis et famille. Roy vola de Californie avec sa femme. Des enfants de la classe de Lucas couraient partout en jouant à chat et à dière. Angela fit son fameux gâteau au chocolat. Le bras de Lucas avait complètement guéri. Il était de retour à construire des villes en Lego, de retour à être un enfant normal, mais il était différent. Aussi plus fort, plus conscient, il avait témoigné contre sa grand-mère avec un courage que je n'avais jamais vu chez quelqu'un d'aussi jeune. Il avait dit la vérité même quand c'était dur. Il avait appris que les secrets conçus pour protéger les abuseurs devaient être exposés. Alors que la fête se terminait et que le soleil se couchait, Lucas vint s'asseoir à côté de moi sur les marches de la véranda. « Papa, puis-je te demander quelque chose ? » « Toujours. Penses-tu que grand-maman sera jamais désolée ? Comme vraiment désolée ? Je réfléchis soigneusement. Je ne sais pas. Mon pote, certaines personnes ne peuvent pas admettre quand elles ont tort. Elles ont trop peur de ce que ça signifie sur elles. Penses-tu qu'elle pense encore qu'elle m'aidait quand elle m'a blessé ? Je pense qu'elle se l'est dit pendant longtemps. Mais au fond, je pense qu'elle savait qu'elle avait tort. Elle avait juste plus peur de l'admettre qu'elle n'était triste de t'avoir blessé. Lucas hocha lentement la tête. Je n'ai plus peur d'elle. Bien. Tu n'as jamais à l'être ? Es-tu encore en colère contre elle ? Oui, mais pas comme je l'étais. Maintenant, c'est juste triste. Elle aurait pu avoir une bonne relation avec toi, avec nous. Elle a choisi le contrôle à la place. Et maintenant, elle a tout perdu. Est-ce que tu l'as fait perdre tout ? Je regardais mon fils, son visage sérieux, ses yeux honnêtes. Il méritait la vérité. J'ai fait en sorte que la vérité sorte. J'ai fait en sorte qu'elle fasse face aux conséquences pour t'avoir blessé. Mais tout ce qu'elle a perdu, son argent, sa maison, sa liberté, c'étaient les résultats de ses propres choix. Elle a choisi de voler à ta maman et à oncle Roy. Elle a choisi de te blesser. Elle a choisi de passer sa vie à essayer de contrôler les gens au lieu de les aimer. J'ai juste fait en sorte que ses choix aient des conséquences. Lucas réfléchit à ça. Donc, tu ne l'as pas rendue mauvaise ? Tu as juste fait en sorte que les gens sachent qu'elle était mauvaise. C'est une bonne façon de le dire. Il sourit. Je suis content que tu sois mon papa. Je suis content que tu sois mon fils. Angela nous appela pour le gâteau. Nous entrâmes ensemble dans la chaude lueur de notre maison, notre famille, notre vie que Martha avait essayé si fort de détruire et avait échoué. Plus tard cette nuit-là, après que les invités soient partis et que Lucas soit endormi, je me tins dans mon bureau regardant le fichier que j'avais construit, Analyse structurale, Martha Buchanan. Des centaines de pages méticuleusement documentées, soigneusement construites. J'avais passé ma carrière à apprendre à lire les bâtiments, à comprendre leurs forces et faiblesses, à les transformer, ou quand nécessaire, à les abattre en sécurité. Martha avait été la démolition la plus challenging de ma vie, mais aussi la plus nécessaire.
Je fermais le fichier et le rangeais. Je n'en aurais plus besoin. Dehors, le quartier était calme. Dans sa chambre, Lucas dormait paisiblement, en sécurité et s'aimait. Dans notre chambre, Angela était déjà endormie, enfin capable de se reposer sans le poids de la manipulation de sa mère. Et dans une prison à 2 heures de là, Martha Buchanan s'asseyait dans une cellule, comprenant enfin que les structures que nous construisons dans la vie, qu'elles soient faites d'acier et de béton ou de mensonges et de contrôle, révèlent éventuellement leur vraie nature. J'avais été architecte pendant 12 ans. J'avais appris que les meilleurs bâtiments étaient honnêtes sur ce qu'ils étaient. Ils ne prétendaient pas être plus forts que leurs fondations ne pouvaient supporter. Ils ne cachaient pas les faiblesses structurelles derrière de belles façades. Martha avait passé une vie à construire une façade. Quand je l'ai enlevée, il n'y avait rien dessous sauf la fille effrayée qui avait tout perdu une fois et passé des décennies à s'assurer que ça n'arrive plus jamais en blessant tous ceux qui s'approchèrent d'elle. Je ne me sentais pas désolé pour elle, mais je la comprenais et la compréhension était sa propre forme de clôture. J'éteignis la lumière et allai au lit, dormant profondément pour la première fois en moi, sachant que ma famille était en sécurité, que la justice avait été rendue et que parfois la meilleure revanche est simplement de laisser la vérité faire ce que la vérité fait le mieux. Révéler ce qui était toujours là, attendant d'être vu. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. You have swole? No. I'll get some swole. I am so happy the stream's working today. I was gonna be in such a bad mood. Oh my god. I'm so happy. It's a good day. Good day. You're supposed to wait. Oh, thanks. Right on. Also, I think when it steps in salt, it's a guaranteed UV. If it can give you UV. Yeah, I think that's what Rosa was saying yesterday, that Obake give forced UV and salt. Yeah. I'm gonna start doing that from now on. Oh, wait. Wait, what? Blue, 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 blue. Is that just constantly on for you? What? The motion sensor. Like the light? Yeah. Beer, chut, 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 dirt, dirt, dirt. Hey, Vicky guy. Thank you, thank you. It's freaking sweet, man. How you doing, dude? Hope you're doing well. And thank you for the 25 I bits. have the light go when I go through it, but not the sound. Oh yeah, I don't have the sound either. What? And that's happened to me a couple times recently. Just like the spot? Hold on. Move you. Maybe. These are tier 1s. This ghost is trolling Smidge so hard. It did the thing. Can you kill the ghosts in this game? No. They kill you. That's it. You guess the ghost. They're indestructible. Mm-hmm. I know. I am also waiting for the weapons update to come out too. You alive? I'm out. Remember when I said it could come from the door? It came from the living room. I think it moved. I still see the cold breath here though. 4.9. 9.4, yeah, it's still in I here. am also trying to make it for Spirit just in case. Oh, very nice. It's gonna be a little delayed because I had nowhere to run to, so I panicked. That's okay. Give me that EMF meter with an ACOG sight. Dude, you freaking got it. It does have like the... what are those? The little rails?
Or attachments on. Those caught me lacking. It's talking about ACOG sites on a freaking EMF. Now watch. It's gonna hunt again, and I'm gonna go to this hiding spot, and it's gonna be right here. Oh yeah, no, this goes 100% trolling. Oh. It's out there. Ghost, did you move? 6.7. 4 point. It moved over here. Oh. Oh. Explains why it hunted from here. Mm-hmm. But also, this Cruci didn't move, so why did it hunt? Trolling. Evil ghosty. Yes. It also hasn't touched my swole. Well, Doesn't like my swole. I like how we're moving all this stuff, and we know for a fact we're not gonna get any fucking evidence. Yep. You never know. The game could just be nice for once. We already have Spirit Box, right? That was confirmed. Yep. That's good. Not that I can't tell what it is. Oh, it's you gotta listen out for the yeah. Dude, you got it. Hunting? In the basement. It's still going. Don't open your door yet. They're done now. Hun's over. I'm conflicted. Because it hunted from over here. So Yeah. obviously it wouldn't walk through the salt. And it hunted at like 240 of my timer, but I started my timer a bit after I smudged. Oh my god. Go to the salt. Go through the salt. Go to the salt. Touch my salt. Oh, I can't tell if that went in the living room or not. Damn it. Ghost over here. Come touch my salt. Touch my salt, ghost. Yes. Not a wraith. Let's go. So it could very well be a spirit. No. Did it move again? 7.4. It's over here now. So Dude. at this point, we should just let it friggin' hunt again, smudge it, and get another timer going. You right, you right. Keeping this stuff. Wait. It has a chance of being mare. Oh my god, that was right in my face. Holy moly. The chance of being yokai? I'm gonna smudge it. Smudging. Ow. Ow. Ooh. That might be a Pulte. I don't have my timer. Hope you got that. It's doing Pulte thing.
Let me know if it throws anything with the lights on in that room. Bolties are the only ones that can throw things in with the light on. We're out of smudges. Oh, no. Your body has one? Where are you? Oh, there you are. Oh my goodness, your neck. We have two. Do we need to... Okay. Problem solved. That rain is freaking deafening. Why is it so loud? Turn it down. That rain. Oh my god, that scared me. Oh. Not a yokai. Two-minute timer, not a spurt.